Je suis sur la liste de marchand pour Brest. Georges Carzel, Maison Bretonne du Balayer. Denis Roland, Maison Bretonne du Balayer. Thierry Ferret, candidat sur la liste Brest Écologie Solidarité. Laurent Score, candidat sur la liste Brest Écologie. Léo Champeau, salarié de l'association des compagnons bâtisseurs. Jean Morvan, président de l'association Sénator. Marie. Oui, Marie Barbier, je suis coordinatrice au Maquis. Thierry Abanéa est candidat sur la liste de Brest Écologie Solidarité. Sylvie Pichot, trésorière de la Bibliothèque Saint-Pierre. Et il y a, je pense, des gens derrière. Oui, deuxièmement. Robert Boulet, catholique de jour, entrée d'amitié, recouvrance. Jean-Yves Marc, candidat sur la liste Brest Écologie. Serge Gouvenet, président de la SFI. Alain Méguin, Cassacou, conseil d'administration. Colette Bouguet, directrice de la Bibliothèque Saint-Pierre. Du Provençal, je suis partie de l'association pour qui va faire en France. Mélanie Dumas, bonjour, la liste Brest, imaginons demain avec les Comme Martin, Brest Imagine demain, ça serait bien. C'est Nicolas, peut-être plus ouvrir à entendre le temps. André Cherdan, de la liste lutte ouvrière, faire entendre des travailleurs. Sébastien Chambre, de la liste citoyenne. Véronique Lijon, aussi de la liste citoyenne. Tout le monde s'est présenté, ça va? J'ai oublié moi. Claude Arnal, président de Carnegie Trajectoire, l'agence des arts décalés. Donc on va vous expliquer la règle du jeu qui est troisième rang. Ah, troisième rang. Non, mais c'est pas grave. L'important c'est d'être là. D'accord. Je suis animateur, ça se fait qui regarde. Donc Marie va vous expliquer comment va se dérouler la soirée. On a prévu les règles du jeu qu'on va vous demander de respecter pour qu'on arrive à tenir le timing qu'on s'est donné. Et on a essayé de conserver un petit temps d'échange plus informel, sans questions, sans cadre particulier justement, donc c'est pour ça qu'il faudra respecter la règle et on aura un petit tableau timer qui vous dira il vous reste 1 minute, 30 secondes, etc. Marie. Alors effectivement, le déroulé de la soirée. Alors moi je viens de donner mon siège, mais ça suffira pas. Je vais chercher. Je vais y aller. Philippe, t'es pas passé là? Je commence du coup. Est-ce que les dernières personnes qui viennent d'arriver peuvent se présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Elena, je suis la nouvelle coordinatrice animatrice du GEDI, qui est un collectif de associations sur Brest qui travaille dans le domaine des transitions écologiques, sociales et économiques. Bonjour. Gwendal Pierre, membre de la liste Brest Écologie Solidarité. Bruno Calves, un colistier de Bernard Valdan pour la liste Brest Écologie. Et moi-même, Bernadette Raydor. Bonsoir, Éric Mogatal, sur la liste de Pascal Olivard, Brest Imaginons demain. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent se présenter?
soir, ce qui arrive à bien, de travailler à la maison de la vie, et sur la présence. On démarre vraiment la capacité du jeu, sinon Ça marche. Alors, sur le déroulé, du coup, on va faire une petite présentation qui va durer une dizaine de minutes, intégrée à mon temps de présentation du déroulé. Donc, sur le premier temps de questions, on va poser 3 questions aux têtes de liste ou personnes des listes d'ailleurs qui veulent. 3 questions que nous avons préparées et que nous avons choisi de ne pas vous transmettre en amont. On va aussi avoir quelque chose d'assez naturel. Sur les réponses, on vous demande de faire des réponses de 3 minutes pour justement tenir le timing et aussi qu'il y en a qui ont un timing assez serré. Donc c'est moi qui vais m'occuper du timing et donc j'ai préparé des petits panneaux pour vous donner un peu il vous reste 1 minute, 30 secondes de temps de parole. Donc voilà, pour chaque question, 3 minutes par liste, ce qui fera à peu près un temps d'échange d'1 heure, grosso modo. Et puis après, nous aurons une trentaine de minutes de questions d'échange avec les gens de la salle. Voilà, des questions qui n'ont pas été préparées. Voilà. Et juste, on dit bien c'est 3 minutes par liste. Oui. Soyons clairs. Sinon, ça ne sera pas possible. Sinon, ça ne va pas tenir dans le temps qu'on s'est donné. Ça va comme ça ? Alors, la première question pour laquelle on souhaite entendre vos réponses, c'est quelles sont vos intentions et vos engagements chiffrés pour assurer le subventionnement du fonctionnement, et on insiste sur le fonctionnement des associations. Et si, dans votre réponse, vous pouvez nous dire un peu si vous avez une idée d'une enveloppe ou d'un budget global que vous accorderiez au fonctionnement des associations si vous êtes élu pour le prochain mandat. Je peux répéter la question s'il y a besoin. N'hésitez pas à vous jeter à l'eau, surtout. C'est parti. Sur les règles du jeu, je ne savais pas s'il y avait eu un tirage au sort. Non, on n'est pas allé jusque-là. On souhaite juste que chaque liste puisse s'exprimer sur chacune des 3 questions qu'on a posées dans l'ordre que vous souhaitez. Bon, très rapidement, je veux bien commencer, je veux bien me jeter à l'eau. Il est difficile de répondre de manière très précise à votre question aujourd'hui sur un budget global d'un peu plus de 18 millions d'euros dédiés aux associations de quelque nature qu'elles soient à l'échelle de la ville de Brest. Eh bien, il est nécessaire de faire un véritable état des lieux de la manière dont sont réparties ces subventions aujourd'hui, à quoi elles servent. Nous avons pleinement conscience que les associations, quelles qu'elles soient, et pour une partie d'entre elles en tout cas, sont en souffrance, que vous l'avez mis dans votre manifeste, mais la question des appels à projets compétitifs conduisent à des difficultés pour prévoir les mois et les années qui viennent quand on a du personnel. Et donc ça mérite d'être regardé de bien près. Voilà, et ce que nous souhaitons mettre en place, c'est une véritable transparence, parce qu'au-delà des difficultés que je viens d'évoquer, de nombreux interlocuteurs du monde associatif sont interrogatifs sur les critères d'attribution des subventions. Il semblerait qu'il y ait un manque de transparence et nous souhaitons mettre de la transparence dans la liaison, dans la relation que nous souhaitons être réellement partenariale entre la ville et les associations. Transparence et critérisation de l'octroi des subventions. Voilà ce que je peux dire très rapidement à ce stade. Mais ça nécessitera un véritable état des lieux avec chacune et chacun d'entre vous pour que les choses soient claires et qu'elles s'inscrivent dans la durée. Et on ne peut pas imaginer qu'une association puisse fonctionner
s'il n'y a pas un minimum de budget récurrent pour mener les missions pour lesquelles elles existent. Et l'accompagnement de la collectivité semble essentiel. Après, il faudra raison garder, et on sait que les finances publiques sont ce qu'elles sont. Mais avec 18 millions d'euros, il me semble qu'on peut déjà rendre les choses plus équitables et plus transparentes. Candidat suivant. Bon, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a un côté choquant et scandaleux finalement, l'avis des associations, on considère qu'on peut sabrer ça, et c'est pas simplement un problème local. Localement, les budgets municipaux sont déjà largement contraints par la politique globale, qui est effectivement, en matière de subvention, s'il s'agit de subventionner les grands groupes, etc., alors là, pas de problème. Les milliards ils peuvent couler à flot au prétexte de l'emploi, de la transition écologique, et tout ce qu'on veut. Alors là, ils puissent dedans. Hein. Et par contre, pour ce qui est de la vie associative, alors là, il faut au contraire se tenir bien, présenter des projets dont on nous explique même qu'ils devraient être, rentables ou compétitifs. Enfin, on se demande ce que ça vient faire là-dedans. Hein. Donc, quels sont vos engagements à vous? Ça, c'est ce qu'on constate aussi. Non, mais voilà. Mais justement, c'est ça. Moi, mes engagements à avoir, c'est de me faire le porte-parole pour, si on a des élus dans une municipalité, quelle que soit, d'être le porte-parole et l'appui de gens qui se défendent comme vous le faites sur le terrain. Mais justement en prenant parti, pas en se posant comme ces espèces de gens neutres qui font avec les budgets contraints qu'ils ont et puis qui s'y résignent, mais en fait sans jamais mettre les pieds dans le plat. Hein, bon. Parce que la première chose, si on veut que la population puisse s'emparer, y compris d'être véritable acteur de la vie associative, eh bien, il faut que justement la population, on s'adresse à elle. Et on la gère pas. D'accord. Voilà. Liste suivante, s'il vous plaît. Oui. Nous sommes convaincus de l'importance vous m'entendez, de l'importance des associations, et notamment des associations d'éducation populaire, mais pas uniquement des associations générales. Ce qui est donné actuellement par la municipalité, c'est quelque chose comme 13,6 millions d'euros par an, concernant des associations. C'est une somme que nous comptons faire progresser si nous sommes élus dans le prochain mandat. Ça se basera sur un pacte financier que nous passerons avec les associations et les fédérations d'éducation populaire avec lesquelles nous travaillons. Nous comptons continuer à travailler. Ça se basera donc sur un renforcement de la vie et des dynamiques associatives en ce qui nous concerne pour le prochain mandat. Oui, si tu veux poursuivre. Oui, pour compléter, en fait, c'est vrai que la question est sur le fonctionnement de la vie associative. On sait très bien qu'il faut effectivement 2 actes dans la vie associative. Il y a dans la vie associative autant de membres d'associations qu'il y a de buts d'association. Et aujourd'hui, sur la ville de Brest, on compte 4500 à peu près associations reconnues sur la ville. On est en lien constant et direct autour de 1300. Pourquoi? Parce que c'est des associations qui sont en végétation, il y a des associations qui n'ont pas besoin de la ville, heureusement. Et il y a toutes sortes d'associations. Et effectivement, dans ce pacte de la vie associative et de l'éducation populaire, on veut remettre tous les acteurs de l'éducation populaire autour de la table. On l'a vécu dans ce mandat-là sur les 23 équipements de quartier. Le positif de ce qui s'est passé dans cette crise-là, c'est ça, c'est cette concertation qui s'est passée. Et je pense qu'il est temps qu'on inclut les associations d'éducation populaire qui travaillent dans la culture, qui travaillent dans l'environnement. Il y a plein d'autres associations d'éducation populaire qui travaillent dans plein de phénomènes. Que ce soit au port, effectivement, avec des gens qui travaillent avec plein de populations, et il faut qu'à un moment, on puisse vraiment se mettre ensemble et se dire ce que c'est l'éducation populaire pour qu'on le porte fortement. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation populaire, elle est mise en difficulté, notamment ce qui s'est passé sur la fin des contrats aidés, où la vie associative, mais pas que, mais la vie associative était mise en danger. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on ne soutient pas la politique de ce gouvernement aujourd'hui au niveau national.
et qu'on continue à porter forte, on ne le soutiendra pas. Pas seulement parce qu'il y a la fin des contrats aidés, mais parce que le désengagement de l'État s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'avant, on avait des contrats aidés, mais avant, on avait des financements pour aider les populations les plus éloignées par l'État. Aujourd'hui, on n'a même plus de ministère de l'éducation populaire. Donc effectivement, cette politique-là, il va falloir qu'on le porte localement, mais on ne va pas pouvoir se prendre l'engagement par rapport à l'État. Donc il va falloir qu'on se mette ensemble pour voir comment on peut lutter contre cette politique aujourd'hui qui casse la vie associative et qui casse la vie du citoyen pour ne pas avoir de contre-pouvoir. D'accord. On y reviendra, il y aurait des choses à vous répondre. Une autre position d'une autrice à la dedans peut-être? Oui, je veux bien. Tout d'abord, merci pour ce manifeste là, qui dit un petit peu vos difficultés. Et effectivement, nous sommes assez en accord avec l'analyse que vous faites sur la généralisation des appels à projets. Autant ça peut avoir un sens parce qu'il y a une action qui, sur une durée, pour un objectif donné, va être un appel à manifestation d'intérêt pour des associations existantes. Autant fonder l'ensemble du financement là-dessus, c'est quand même très délicat. Et on voit dans les associations des gens qui passent leur temps, plutôt que de participer à l'activité de leur association, à aller faire la pêche aux subventions, ce qui est quand même pas exactement ce qui est recherché. Alors dans le monde associatif, il y a quand même beaucoup de diversité. Et nous ne considérons pas qu'il faut prendre tout ça d'un bloc. Nous avons d'ailleurs, y compris sur le seul sujet de l'éducation populaire, été tout à fait hostile à l'époque à la baisse forfaitaire des subventions qui avaient voulu être opérées. Nous nous y étions opposés, d'ailleurs à la surprise, semble-t-il, du collectif que nous avions rencontré, car nous ne considérons pas qu'on peut forfaitiser comme ça, que ce soit des hausses ou des baisses de subventions. Chaque milieu associatif a quand même ses propres contraintes et ses propres règles qui peuvent évoluer. Je pense par exemple au milieu sportif. Il y a par le biais de l'Office municipal des sports une certaine transparence qui est organisée dans les critères, mais on voit bien que même là, il y a la transparence sur le principe et puis il y a les petites louches qui sont rajoutées. Et les petites louches ne sont pas transparentes. Donc nous sommes pour la transparence complète, y compris lorsqu'il y a des rajouts. Dans le milieu social, la collectivité n'est pas forcément la première, mais là aussi, il faut beaucoup plus de transparence. Et puis, alors, dans l'association, il y a associations, celles qui sont vraiment celles de citoyens, et puis il y a des faux-nés de la collectivité. Et là, nous ne sommes pas d'accord. Quand il y a des Brest événements nautiques qui sont une association de 1901, on ne trouve pas qu'elle doit être traitée comme une association. Et nous demanderons à ce qu'il y ait des démarches éthiques dans les associations bénéficiant de fonds publics, par référence à la charte du don ou à l'Institut IDEAS, avec un accompagnement de la collectivité pour des démarches simplifiées pour les toutes petites associations, à qui bien sûr on ne demandera pas de se lancer dans des labels compliqués. Merci. Oui. C'est quoi ta demande? Je vais commencer d'abord par tordre le cou à une idée que j'entends qui me revient de responsables d'associations que nous rencontrons depuis des semaines et des semaines, nous sommes en campagne, que si d'aventure les Brestois et les Brestois choisissaient Marchons pour Brest, les subventions des associations, des fédérations d'éducation populaire diminueraient. J'entends ça. Je veux tordre le cou à cette idée. Nous, on vous demande vos engagements. Je juge de rien. Non, mais je profite de cet espace pour aussi refaire le point sur ces questions-là. Nous prenons l'engagement de donner, je partage d'ailleurs une partie de ce qui a été dit par Pascal Olivard ou Mme Magdorn sur la transparence, j'en dirai un mot. Nous voulons donner de la visibilité, de la stabilité aux associations. L'éducation populaire ou autres, c'est vrai qu'elles sont de différentes natures, ces associations. Mais dès lors qu'elles ont à construire leur projet associatif, à rémunérer des salariés, elles ont besoin de visibilité.
visibilité. Donc ça, c'est le principe qui prévaut dans la manière dont nous voulons soutenir les associations d'un point de vue financier. Il n'y a pas que cette manière de les soutenir, mais de leur donner de la visibilité par des conventions sur 3 ans, ce qui n'interdit pas, bien au contraire, de nourrir l'échange chaque année sur le bilan d'activité. Et là, moi, je souhaite d'ailleurs que les élus Marchons pour Brest soient les principaux interlocuteurs. Que les services très compétents accompagnent, rencontrent, est une chose, très bien. Mais que les élus soient pleinement engagés auprès des responsables associatifs, c'est mieux. C'est pour ça qu'on est candidat. Donc nous voulons donner cette visibilité. Je suis à ce stade incapable de répondre précisément sur un montant. Je vous ai donné le principe, ça ne baissera pas. Mais vous dire ce qu'il sera, je suis incapable de le dire si je veux être sérieux dans ma réponse. Nous avons pris un deuxième engagement, celui de faire un audit de l'ensemble du fonctionnement de la collectivité et de ses bras armés, ses satellites, pour voir ce qu'est la réalité du fonctionnement financier, la réalité financière. Et donc à partir de là, oui, je pourrais apporter une réponse plus précise, mais vous avez compris aussi que tout cela devait se faire sur des critères. La transparence est fondamentale. Quand on parle d'argent public, on doit être transparent sur la manière dont il est utilisé. C'est l'argent du contribuable. Et aujourd'hui, nous manquons de transparence. Non pas que ça soit opaque, je ne dis pas ça, mais nous devons être encore plus exigeants sur la transparence pour que chacun d'ailleurs puisse constater par quel moyen a été attribuée telle ou telle subvention par rapport à ce que lui-même fait. Et tout ça contribuera, nous pensons, à recréer un lien de confiance qui est aujourd'hui un peu rompu. Voilà. Oui. Pour Brest Avenir, le volume de fonctionnement qu'on voit apparaître dans les budgets, entre le CCAS et de nombreuses associations, on arrive à de l'ordre de 16 millions. Et soyons assez clairs, ce chiffre a très peu de sens. Il a très peu de sens parce que là-dedans, on va avoir des associations de type paramunicipal, et typiquement, il n'y a rien de garanti à ce que Brest Événements Nautiques continue à exister. Il aurait tout son rôle, soit sous forme d'un service de la mairie, si c'est à la mairie de l'organiser, mais une association qui statutairement a le maire de Brest comme président n'a strictement aucun sens. Donc le volume n'a pas de sens, le volume financier n'a pas de sens non plus pour une association, parce qu'une association essentiellement, elle fait travailler les salariés, elle met en place des actions, mais c'est pas une machine à consommer de l'argent. Ce qui a un sens dans une convention entre la municipalité et une association, c'est de dire on finance tant de postes pour que l'association puisse mener à bien son projet associatif. Et c'est pour ça que ce qui sera écrit dans les conventions entre la municipalité et les associations, ce sont bien des postes. Et c'est ça qu'on va financer. Et c'est ça qui, mécaniquement, va aller accompagner la progression de salaire des gens, qui va aller accompagner l'évolution des conditions d'emploi dans le milieu associatif. Il y a une convention de l'animation, c'est pas pour rien. Et on va accompagner ces choses-là. Le fait de mettre tous ces financements-là dans une enveloppe, ça a comme premier effet de mettre en danger les associations qui emploient les gens et qui, mécaniquement, sont forcés de les augmenter quand ils progressent dans leur carrière. Et au moment où quelqu'un atteint 40 ans et que du coup il sort de l'enveloppe, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas le virer. Du coup, on met l'association dans le rouge. Et le fait que l'enveloppe soit pas renégociée d'année en année, ça a comme effet que ceux qui, au moment où l'enveloppe a été définie, donc en 2015, avaient des salariés plutôt vieux qui sont partis à la retraite et étant embauchés par des jeunes, sont maintenant des associations qui vivent plutôt bien, et les autres ont beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'on va redéfinir ces conventions, pas avec une convention type avec l'ensemble des associations dans le même domaine, mais bien avec une convention qui va être coécrite avec l'association, qui va prendre en compte son projet associatif, accompagner la vie associative et ne surtout pas considérer les associations comme des sous-traitants de la municipalité. Voilà, et donc des épisodes comme un coup de rabot général de 4% sur les budgets, comme de nombreuses associations ont subi, ou un coup de rabot de 1,8, comme les quelques-unes qui ont réussi à s'organiser, ont réussi à l'obtenir, mais comme dit, les choses sont gelées depuis, ça ne se reproduira pas. Il s'agit de bien définir ce que peuvent faire les associations, et renforcer tout particulièrement cette partie jeunesse
Actuellement, il y a très peu d'animateurs jeunesse dans les différents quartiers. On leur demande à la fois de faire vivre la jeunesse, de faire de la paix publique, de faire de la prévention. Voilà, c'est pas le métier d'un animateur jeunesse. Il s'agit qu'ils soient suffisamment nombreux pour bien le faire. Voilà. Oui. Du coup, donc, par rapport à... Vous dites la liste que vous représentez à chaque fois pour tout le monde. C'est pour la presque des citoyens. Donc, chiffrer les besoins des associations. Je pense que c'est pas au rôle. On vous demande vos engagements et si vous avez une idée du budget. Oui. Là, par exemple, j'ai entendu des chiffres comme entre 13 et 18 millions, si on arrondit à 15 millions. Pour 1500 associations, ça fait environ 10 000 par association. Donc apparemment, il y a de l'argent. Moi, en tant que bénévole, par exemple, j'ai pas vu 10 000 euros arriver dans l'association. Je me demande où là cet argent. Et donc, l'aspect citoyen, on n'est pas là pour faire des promesses, pour prendre des engagements thématiques. Mais en fait, on est un groupe d'habitants qui avons perdu confiance en vie politique. Et donc, on a décidé d'agir en redonnant du pouvoir aux habitants. Donc, on est là on n'a pas de programme thématique, on ne peut pas faire de promesses. Et ce qu'on propose, c'est de changer les règles avec un nouveau modèle de gouvernance. Donc, l'idée principale, c'est de séparer l'initiative et la décision. Donc, ce ne seront pas les mêmes personnes qui proposeront ou qui décideront. Donc, pour proposer, on va créer un droit de pétition qui sera de 1 000 par personne par an. Et il y a aussi les conseils démocratiques qui existent. Malheureusement, ils sont uniquement consultatifs. Nous, on veut les rendre, on veut qu'ils aient un pouvoir décisionnel. Donc, pour décider, on prévoit 9 assemblées citoyennes thématiques, chacune de 50 personnes, tirées au sort parmi les listes électorales. Et donc, les décisions importantes, comme par exemple les projets qui dépassent le budget d'1 million d'euros, iront directement seront considérés comme des décisions importantes. Et donc, là, ça ira à un stade au-dessus. Donc, en fait, je pense que nous, en fait, pour les associations, on pense que c'est vraiment elles qui font vivre la vie en premier, parce que ce sont des habitants, en fait, tout simplement, qui font tourner ces associations. Et on pense que c'est vraiment à nous, en tant qu'habitantes et associations, de se responsabiliser et de se dire on y va, on est capable de faire, de gérer la politique nous-mêmes. Et donc, le but, c'est que dans ces assemblées citoyennes et dans ces conseils de quartier, les associations, on vous invite très fortement à venir et à présenter vos projets et à convaincre ces conseils de quartier pour faire porter l'initiative. Donc cette initiative, ensuite, amènera on créera une commission technique temporaire qui, elle, va établir les chiffres, le calendrier, tout ça, pour évaluer aussi, pour faire les choix techniques. Et donc, c'est là-dessus qu'on pense que les associations auront vraiment leur rôle à jouer. Et voilà. Merci. Donc, vous associez les associations. Oui, monsieur Pichon. Merci. Pendant Pichon, donc pour la liste Brest Écologie Solidarité. Alors, juste quelques mots sur, ça a été rappelé plusieurs fois, sur la grande diversité de ce que recouvre le mot association, puisque entre une petite association de quartier, entre bénévoles, et puis des grosses associations qui se déploient à l'échelle départementale, voire au-delà, il y a un monde quand même, il y a un véritable monde. Moi, je pense qu'une partie du monde associatif relève pleinement de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Je pense, en général, on commence à en parler quand on parle d'associations employeuses, mais l'économie sociale et solidaire, c'est d'autres formes d'organisation à la fois du travail et de la gouvernance de collectifs de travail. Donc ça dépasse un petit peu les compétences de la ville, puisque aussi dans des compétences métropolitaines, d'où la grande difficulté à pouvoir dire, prendre des engagements chiffrés, puisqu'on est sur on concourt tous, je dirais, à la gouvernance de deux collectivités qui sont distinctes néanmoins, qui n'ont pas les mêmes champs d'action, qui n'ont pas les mêmes moyens. C'est quelque chose dont on aurait voulu discuter, ça, de la ville et de la métropole à la fin des échanges.
je suis désolé, mais donc voilà, donc il y a cet élément-là. Après, on voit bien qu'il y a une double difficulté qui est la généralisation de démarches de type appel à projet. Ce n'est pas forcément formellement des appels à projet, mais qui demandent systématiquement à multiplier les dossiers, les présentations et des logiques de soutien à la vie associative, c'est-à-dire pour soutenir en fait la fonction qui permet de répondre aux sollicitations de la mairie. Donc je pense qu'il y a un travail de fond à faire déjà dans nos propres services et dans la façon dont les élus fonctionnent aussi, de manière à moins sursolliciter les associations pour venir quand elles sont en relation avec la mairie, donc à être plus efficace à la fois au niveau administratif et au niveau élu, et à s'appuyer plus largement sur des logiques de conventionnement de long terme pour sécuriser ou garantir un cadre à quelques années de financement, de manière à ce que justement les associations qui conventionnent aient une plus grande visibilité sur les engagements de la ville en particulier, voire de la métropole, sur le soutien à la vie associative. Voilà. Merci. Y a-t-il une liste qui ne se serait pas exprimée? J'ai noté l'intervention de 8. Je pense qu'on est bien, mais... Question 2. Je pense que si on est assez nombreux comme ça ce soir, c'est bien parce que les associations sont porteuses d'initiatives à forte valeur ajoutée sociale. Comment comptez-vous agir pour encourager leur action à l'échelle de la ville? Agir concrètement. Quelles sont les propositions concrètes que vous faites aux associations pour soutenir leur initiative à forte valeur ajoutée sociale, si vous la leur reconnaissez bien sûr? Pareil, 3 minutes par liste. Je vais parler pour Brest à la liste citoyenne. Donc comme l'a dit Lily tout à l'heure, oui, nous on n'a pas de promesse de campagne, on n'a pas de programme thématique, puisque on part du principe que ce sont les citoyens qui vont. Notre programme, c'est de changer les règles du jeu. Et donc c'est les citoyens et les citoyennes, et donc les personnes qui font partie des associations qui vont pouvoir être force de proposition. Parce que changer les règles du jeu, ça veut dire donner le pouvoir de l'initiative à tout le monde. Et en fait, je reprends juste ce que vous avez écrit sur la mise en danger du secteur associatif. 4 personnes sur 10 sont bénévoles dans la métropole, donc déjà c'est 40% de la population. Nous, on souhaite donner le pouvoir justement aux citoyens et aux citoyennes de la métropole, donc il y a déjà 40% de personnes qui sont dans le tissu associatif culturel, et que ces personnes-là ont justement le pouvoir d'initiative et aussi indirectement, sous le tirage au sort qui est fait, le pouvoir décisionnel. Et ben, nous on fait confiance complètement à l'intelligence collective. Et c'est toute la base en fait de notre projet, tout simplement. Donc, comme on l'a cité tout à l'heure, on donne un pouvoir de pétition à chaque personne. Et s'il y a 10% de la population, s'il y a 10 000, si une pétition recueille 10 000 en fait soutien, ce soutien va directement. Alors, je recherche. Dans l'assemblée citoyenne thématique. Donc il y a 9 assemblées citoyennes thématiques, il y en a une qui concerne la culture. Et donc si quelqu'un a quelque chose sur une association quelconque, qui a 10 000 soutiens, ça va directement au conseil thématique de culture. Et après là, ça peut être débattu et voté par les personnes qui sont élues aléatoirement, qui sont en place dans ce conseil-là. Donc en fait, là, le pouvoir, le soutien, il va être mis en place. Il va être proposé et mis en place par les citoyens et citoyennes. Donc s'il y a énormément de gens qui sont dedans, comme vous le dites, et qu'en plus il y a de l'argent, ces citoyens qui ont l'initiative et le pouvoir, on ne peut qu'espérer sur justement cette intelligence collective-là pour que tout ça se mette en place et pérennise, voire même subventionne encore plus d'initiatives en fait associatives.
Merci. J'ai juste envie de rajouter que les associations, c'est pas juste la culture, c'est pas que des bénévoles, il y a des exigences et des besoins économiques qui sont importants et que la vie associative intervient sur différents champs de la vie sociale, économique, environnementale, culturelle, sportive et que ça représente une vraie diversité. Donc faites attention dans ce que vous répondez aussi. C'est important pour nous d'entendre à titre général comment vous allez encourager, soutenir vraiment l'action associative avec tous les besoins qu'elle a besoin dont elle a besoin de disposer pour pouvoir exister et continuer à faire des propositions sociales aux gens. Sinon, ce que je savais, c'est que ces personnes qui sont bénévoles qui travaillent dans les associations, elles ont le pouvoir justement d'agir directement. Il a pris l'exemple de la culture, mais en fait les 9 assemblées thématiques, c'est toutes les thématiques. Et donc évidemment, les associations jouent un rôle sur toutes les thématiques. Mais je ne légis pas pendant toutes les réponses oui, sur cette thématique-là. Une réaction d'un autre candidat, s'il vous plaît. Bon, je vais oser, mais j'espère ne pas être trop à côté de la plaque, madame. Non. Vous avez parlé de valeur ajoutée sociale, on en a pleinement conscience, quel que soit le champ. Et, la plupart des associations œuvrent aujourd'hui pour l'inclusion, pour le bien vivre ensemble et la cohésion sociale, et ça nous semble vraiment essentiel. Et il y a aussi tout un volet lié à la lutte contre l'isolement ou à l'accompagnement des plus démunis, pour parler de ce volet-là. Ce que nous souhaitons vraiment changer, c'est le mode de relation avec les associations, libérer les énergies et être à l'écoute des acteurs associatifs. J'ai trop entendu que de nombreuses sollicitations faites en direction de la municipalité restaient sans réponse ou pendant de trop nombreuses, pendant des temps assez importants, voire trop importants, qui agacent, qui découragent et qui font qu'au bout d'un moment, les bénévoles aussi baissent un peu les bras parce qu'il n'y a pas cette relation de confiance sur laquelle nous souhaitons travailler. Il me semble que les initiatives méritent d'être soutenues déjà par le rapport et la manière dont on entretient cette relation. Une autre réponse ? Oui. Alors, pour nous, côté Brest, oui, pour Brest Avenir, hein, on estime que la première chose qui va permettre aux associations de se concentrer sur leur objectif, hein, ce pourquoi elles existent, ce pourquoi des gens ont choisi de s'investir dedans, c'est de libérer cette association de la question simplement du maintien de son existence. Et pour toutes les associations qui ont des locaux, qui ont des salariés, c'est la question de pérenniser les moyens de base de leur existence. Donc, dans le cadre des conventions qui sont passées avec la municipalité, hein, pour ces plus grosses des associations, c'est la question de financer un poste de direction, de financer l'entretien des locaux, de financer la gestion administrative de l'association. Et une fois qu'on s'est libéré de ces questions-là, on a de l'énergie à mettre dans, en fait, tout ce qui est important. Pour cette partie concernant plutôt les investissements, hein, donc de qu'est-ce qui, dans le quartier, dans l'environnement proche d'une association, qu'est-ce qui est prioritaire comme amélioration, plutôt que de laisser le pilotage aux services municipaux à ce niveau-là, il convient d'aller réinterroger et faire participer les habitants au plus près du quartier, hein, et pas dans une démarche de compétition avec un petit budget participatif ou plusieurs centaines de projets où on n'aura que 5 de financés à l'arrivée, mais bien dans une logique de organiser tout cet investissement avec les habitants, hein, et de dire, on sait par exemple qu'il y aura des investissements à faire dans un quartier, par exemple kérourien, on est de l'ordre de 10 000 habitants, et c'est une unité dans laquelle on est capable de discuter, et les acteurs associatifs seront des facilitateurs de cette discussion. De façon plus générale, il s'agit de sortir de cette logique de concurrence et donc d'être en mesure d'accompagner et de renforcer la question des différentes initiatives qui sont prises en disant qu'il est normal que sur son budget annuel, une association fasse de l'expérimentation, des choses qui n'avaient pas été faites avant, sans se poser la question à l'avance de savoir si c'est rentable ou pas,
Simplement, on écoutera lors de l'Assemblée générale suivante un bilan de cette expérience. Mais il est important de pouvoir innover donc, dans ces grosses associations qui disposent de salariés. Dans les plus petites associations, qui ne disposent pas de salariés ou d'un salarié à temps très partiel, la question va beaucoup être l'accès, donc qui de façon permanente n'ont pas des locaux, n'ont pas beaucoup de matériel. La question c'est l'accès à ces ressources communes que sont les locaux municipaux ou les autres locaux publics qui restent vides. Et donc là, il va s'agir, côté municipalité, de faciliter la relation entre ces petites associations et les détenteurs de locaux, et notamment la faculté, qui a d'immenses bâtiments, qui aimerait qu'elle soit animée et qui est incapable de s'articuler avec les associations de la ville. On aura un rôle de facilitateur là-dessus, et un rôle aussi pour peser face à la préfecture pour contrer les demandes excessives de sécurité. Il ne s'agit pas d'aller financer toute la sécurité et les vigiles privés de Brest. On est obligé de s'arrêter. J'arrive, j'ai fini. Merci. Oui. Comment être concret dans le soutien? On a évoqué tout à l'heure les conventions. Le conventionnement permet là d'être dans l'utilisation d'un outil de soutien financier, dans la valorisation de ce qui est porté par telle ou telle association, quel que soit son champ. Si je veux être concret, je viens, à travers la convention, apporter un soutien complémentaire. Il n'y a pas que ça. Le soutien financier, c'est une chose, mais souvent on nous demande de l'espace, des locaux. Là, il y a plus ou moins de réponses, quand il y a une réponse. C'est aussi cette capacité à créer les conditions, ce que j'appelle moi l'écosystème favorable, à ce que chacune et chacun dans son secteur d'activité puisse développer sa vie associative, éventuellement son activité économique, parce qu'on peut retrouver dans le champ de l'économie sociale et solidaire cette double vocation, sociale mais aussi économique. Comment je crée moi les conditions pour que chacun puisse réaliser son projet. Et au fond, la philosophie générale que nous portons, elle n'est pas de faire à la place d'eux, c'est de donner les moyens, cet écosystème favorable pour permettre à chacun, y compris prendre une part de risque dans le développement de son projet. Je trouve qu'on a balayé un peu vite tout à l'heure tout ce qui appelle un projet. J'en comprends la limite, si ça n'est que la seule approche de financement, c'est problématique. Mais il y a aussi une part d'utile dans le projet. C'est une prise de risque, c'est une capacité à innover. Et là, pour nous, la puissance publique doit venir soutenir. Vous prenez un risque, allez-y, je vous encourage à le prendre. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on est là pour vous soutenir, financièrement ou par les locaux, tel que je l'ai évoqué. Mais en tout cas, c'est aussi une capacité à innover, à chercher des nouveaux partenariats avec d'autres responsables dans le système associatif qui nous permettent, au fond, de faire évoluer ces liens et d'être là aussi dans la valeur ajoutée. Les services que j'évoquais tout à l'heure, ils doivent venir vous aider, notamment sur la recherche de fonds privés. On attend tout de la puissance publique. On doit être là quand il faut. Mais il faut aussi considérer qu'il y a du mécénat, de l'argent privé à aller chercher. Eh bien, si c'est compliqué, là aussi, ça peut être une des missions du service, de la collectivité, d'aller aider les associations à faire appel à cet argent privé à travers notamment le mécénat. Donc voilà, au fond, la manière concrète dont on peut être en soutien. Ne pas faire à la place d'eux, mais créer les conditions, libérer les énergies pour permettre à chacun d'être dans sa réalisation associative. Merci. Oui. Donc, Brest au cœur, donc effectivement, la DG France Action. Donc j'entends effectivement association, opacité sur financement, etc. Donc il y en a de listes. Effectivement, je disais au début de ce débat-là, on est 1300 associations en contact au quotidien. Donc il y a des petites associations qui viennent juste pour des locaux. Il y a des associations qui viennent parce qu'ils ont des conventionnements à faire forts avec des salariés, on a une ville, on a une chance d'avoir 23 équipements de quartier, c'est très rare. Ces 23 équipements de quartier, effectivement, c'est aussi des associations. C'est un choix de la municipalité que de donner ces équipements qui ne sont pas municipalisés, mais bien projetés par les équipements de quartier. Alors, qu'est-ce qu'on va? Moi, dans le concret, vraiment, dans notre programme, on parlait des assises des associations. C'est effectivement que toutes ces associations-là, aujourd'hui,
puissent se réunir dans un pacte financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'engage effectivement à pouvoir faire des fortes assises de toute la vie associative. On voit des associations d'initiatives d'habitants, mais qui ne vont pas forcément dans les équipements de quartier. Donc on se pose ces questions-là, à un moment pourquoi, comment les équipements de quartier, parce que c'est pas si simple, doivent continuer à être à la demande des habitants. La démarche d'initiative d'habitants, quels moyens ils ont réellement et quels moyens ils ont pour maintenant, puisque les choses ont changé depuis 10 ans, c'est ce que je disais au début. Clairement, on a des équipements qui sont vieillissants, donc effectivement dans les équipements de quartier, mais d'autres associations qui sont financées en équipement, aujourd'hui sont vieillissants, donc il va falloir les rénover. On est parti sur 2 projets l'ANRU, qui sont des projets qui ont été faits et construits avec les citoyens depuis longtemps, et des grosses réunions citoyennes qui ont un recouvrance à Bellevue. Ce n'est pas rien, vraiment l'ANRU, c'est dire changer le quartier, changer l'image, changer l'habitat du quartier. Parce qu'un habitant, il faut aussi qu'il habite quelque part. Et comment il s'implique dans ces changements d'habitation sociale, effectivement, on se pose la question du centre social de Bellevue. Comment il va se mettre, ou avec la médiathèque de Bellevue. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question du pôle Vauban, avec le patronage de recouvrance. Quelle est sa mission prochaine? Qu'est-ce qu'il va pouvoir mener comme projet? Et avec toutes les associations des quartiers. 4500 associations, à Brest, vous parlez de 23 dans le quartier. Alors, moi, je suis présidente de 2 associations qui n'existent plus, donc effectivement, il y a 4500 envoyés à la préfecture. Combien existent? Et justement, c'est toutes ces questions-là qu'on ne sait plus. Combien sont encore existants? Combien il y en a qui n'ont pas besoin? Forcément, des fois, il y a une association de quartier qui n'a pas forcément besoin de la municipalité. Et on ne doit pas être présent partout. Effectivement, on doit être au contact des associations au quotidien et tout le temps, mais de quelle association on a besoin? Et je suis désolée, quand je parle de ces associations, je ne parlais pas forcément de Brest événements, etc. Je parle d'associations de quartier, d'éducation populaire. C'est ça les 1300 associations où on est au quotidien. Et effectivement, une APE aujourd'hui, par exemple une APE d'école, je les rencontre en temps quand elles demandent, mais je ne vais pas m'imposer, etc. Et on est aussi à l'écoute de ces associations-là. Et elles n'ont pas forcément besoin de financement. Donc le monde associatif est un monde complètement différent et effectivement qu'on s'adapte à chacun. Parce que là, moi je crois vraiment la force de l'associatif, c'est le projet, c'est s'adapter aux gens. Et c'est pas des choses qui doivent rester dans le temps stagnées. Merci. Oui, Roland Pichon, Brest Écologie Solidarité. Alors, c'est vrai que le tissu associatif, il est... le monde associatif, disons plutôt, il est particulièrement riche en innovation sociale. Globalement, c'est un univers où viennent et émergent des idées, des nouvelles façons de faire. Et je pense que si on veut pouvoir encourager des initiatives, pouvoir les rendre possibles, ou rendre possible leur concrétisation, la première des choses, c'est d'être capable d'être en attention, d'être en écoute, de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc ça veut dire de parler, de se parler, d'échanger régulièrement, d'être capable d'entendre les envies qui pourraient être, qu'on pourrait voir émerger, d'être capable aussi peut-être d'encourager des coopérations entre des associations qui font des choses différentes mais qui à un moment donné peuvent partager une aspiration commune. C'est en termes de dispositifs passer de la logique d'appel à projet à des logiques d'appel à envie. C'est de dire, comme par exemple la ville de Brest le fait depuis 15 ans sur le numérique avec l'appel à projet multimédia, il y a une petite enveloppe qui est une appel à envie pour les associations qui veulent à un moment qui veulent faire une action dans le multimédia, dans le numérique. Là, venez présenter un petit projet et on vous aidera par une petite enveloppe, hein, c'est pas des gros moyens, mais c'est cette logique-là d'appel à envie, de dire si vous avez une envie dans un domaine particulier, dans un secteur, dans un quartier particulier, eh bien on est capable de mobiliser un peu d'argent et vous, association avec un S, vous pouvez proposer des initiatives et on vous aidera dans une logique non compétitive, dans une logique coopérative, c'est-à-dire que s'il y a 50 projets, forcément l'aide sera un peu inférieure, l'aide par projet sera inférieure à celle s'il y en a 10, puisqu'il faudra aussi à un moment donné être capable d'admettre qu'on se partage un soutien, et d'où la logique de coopération et de dialogue préalable, de manière à ce que
les initiatives soient portées de manière collaborative et collective par une ou plusieurs associations et qui viennent présenter une initiative à forte valeur ajoutée et qu'on saura recueillir et qu'on saura encourager et accompagner et aider à concrétiser. Voilà. Merci. Il manque l'expression de deux listes. Oui, Bernadette Melgorn, restez-vous. Donc, nous sommes très respectueux de la liberté d'association. Nous pensons que l'esprit de la loi de 1901 et qui a suivi doit vraiment être respecté. Nous sommes très éloignés d'une conception qui voudrait que les associations soient en quelque sorte chapeautées par la collectivité. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que nous ne sommes pas là pour aider, nous en sommes bien conscients, mais la collectivité peut avoir ses critères. Bien entendu, à discuter dans un dialogue confiant avec les interlocuteurs associatifs, mais nous le voyons plus par champ. J'ai évoqué tout à l'heure le monde du sport, il est évidemment différent du monde de la culture. L'autre jour, nous étions en train de parler de la vie étudiante. J'ai fait état d'une de nos propositions, qui est de faire un conseil dans lequel la collectivité rencontrerait les différents représentants des associations étudiantes, voyez. Et puis, ça n'empêche pas que la collectivité a aussi le droit d'énoncer ces demandes. J'ai parlé tout à l'heure de l'exigence éthique qui sera la nôtre, et donc avec une aide à apporter aux petites associations pour ne pas aller s'engouffrer dans les difficultés d'un label toujours un petit peu compliqué, donc des démarches simplifiées, une lutte contre les conflits d'intérêts. J'ai parlé des faux-nés de la collectivité tout à l'heure. Là-dessus, on est quand même très attentif et très vigilant, parce qu'il y a eu trop d'abus. Et puis, dans la valeur ajoutée sociale, il y a une valeur qui pour nous est extrêmement importante, c'est la parité, l'égalité femmes-hommes. Et nous serons également très attentifs, on le voit dans le monde du sport, où l'accès aux différents moyens n'est pas toujours égal. Et puis il y a des petites associations qui mobilisent énormément de bénévoles, des centaines de bénévoles, et qui ne sont pas pour l'instant reconnus par les collectivités, que nous avons l'intention de reconnaître et de respecter. Je pense aux associations de malades, qui souvent sont dans des errances médicales, qui ne trouvent pas à s'exprimer, et qui font un travail formidable auprès des familles, et des associations également dans le domaine de la protection animale. Chacune de ces familles d'associations ont un petit peu leur référence commune, et c'est avec des conseils, des regroupements, des associations par famille que nous pensons qu'il est le plus pertinent de nouer le dialogue. Merci. Je pense qu'il y a une liste qui ne s'est pas exprimée. Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, si on a autant besoin des associations, si elles sont aussi efficaces, parce que justement les associations, elles sont faites de gens qui sont proches de la population, qui vivent dans la population, qui sont là pour créer des projets pour les gens autour d'eux. Et je pense que c'est les plus à même à connaître justement les problèmes et les envies et les possibilités de ce qu'il y a autour d'eux. Et effectivement, c'est pour ça que c'est leur demande de plein de propositions qui sont utiles à la société. Et moi, ce que je pense, c'est que malgré les bonnes volontés posées de tous les candidats, c'est que qui peut penser demain que les budgets administratifs, locaux, qui peut penser qu'ils vont augmenter dans une situation où la crise économique fait que une partie toujours plus importante des budgets de l'État va finir dans les caisses du monde patronal. Et je suis désolé, mais à un moment donné, c'est justement, nous on pense que la société elle est quand même séparée en deux camps. Il y a ceux qui sont producteurs pour la société, que ce soit au niveau des salariés ou au niveau des associations. Il y a ceux qui se gavent sur ce travail collectif.
Et je suis désolé, mais ils en sont les parasites. Et si on n'essaye pas aujourd'hui de lutter contre ce parasitisme social de la grande bourgeoisie sur l'ensemble de l'économie, mais aussi de la vie sociale, eh bien, on sera là à réparer tout le temps les pots cassés de l'effet dissolvant, si vous voulez, du système. Merci. Troisième question, c'est la dernière. On est bien dans le timing qu'on avait prévu. Donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il nous restera un petit peu de temps d'échange pour peut-être des choses à approfondir dans les réponses que vous avez apportées, ou dans nous aussi dans le niveau de questionnement qu'on peut avoir, parce que 3 questions, il faut être un peu synthétique quand même pour arriver à faire tout rentrer dedans. Donc la troisième question. Donc vous êtes candidat, si vous êtes élu demain, quels seraient pour vous les indicateurs politiques permettant de mesurer ou d'objectiver l'impact de la vie associative à l'échelle de la ville? Je redis? Oui. Gratiné, hein. Ouais, bah oui. Mais... On avait beaucoup de questions au début. Ouais, j'aime bien. Alors, quels seraient pour vous les indicateurs politiques permettant de mesurer ou d'objectiver l'impact de la vie associative à l'échelle de la ville? Et vous-même, vous avez une idée? C'est vrai que... Franchement, comme c'est un débat, après tout, normalement ça doit être un débat, je peux peut-être mettre, disons, la question, elle semble compliquée. Ouais. Il a été dit tout à l'heure, je pense que, bon, en tout cas, je l'ai dit, nous souhaitons entrer en partenariat avec le monde associatif. Si on met des indicateurs, tout de suite, ça nous amène à de la performance, etc. Or, l'activité associative, me semble-t-il, est d'abord basée sur des valeurs et sur un projet partagé par plusieurs personnes. Auquel cas, la valeur ajoutée, elle ne se mesure pas, elle se sent, elle se ressent. Voilà, moi j'ai du mal à imaginer des indicateurs ou alors on se met des conventions d'objectifs et de moyens pour chaque... Comment ? Quand on est dans une asso. Je vous propose de changer de mode de relation, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça ne se fait pas. Alors, je ne vois pas. Oui, c'est pour que les gens. Ouais, non, faudrait. Voilà, un candidat s'exprime, on écoute, on reprend le temps de parole à zéro. La reformulation, c'est voilà, qu'est-ce qui vous permettra de mesurer que la vie associative a apporté quelque chose à la ville politiquement, dans la qualité des relations. Que les initiatives se multiplient, que nous entrions réellement en relation et à l'écoute des énergies qui veulent se déployer. Voilà, je pense que on est dans la subjectivité relativement à l'activité associative, même si toutes les associations n'œuvrent pas dans le même champ, dans les mêmes champs. Vous évoquiez la culture, il a été question du sport, on peut parler du social également, et le social est un sujet particulier. On a clairement identifié que la question des appels à projets, notamment compétitifs, disons, touche en premier lieu les acteurs du social. Parce que l'État, d'une part, parce que les collectivités infra, petit à petit, se sont mises à développer finalement de l'appel à projet et ont mis les associations en concurrence. Et c'est ça qui conduit à de la grande souffrance et à la difficulté de pérenniser le modèle économique et les budgets sur les années qui se succèdent. Nous proposons non pas, nous, des assises du monde associatif, mais des assises du social, pour mettre l'ensemble des acteurs autour de la table et que nous co-construisions avec les acteurs la politique sociale de la ville et que nous définissions ensemble comment nous coopérons cette politique sociale. Et je ne souhaite pas que nous fassions des acteurs socio-associatifs des opérateurs de la ville, parce que la relation ne serait pas saine et que nous éloignerions les associations qui sont nées sur la base de valeurs et de collectifs de l'objectif qui était le leur à l'origine. Donc c'est un changement profond de relation avec le monde associatif et qui se base avant tout sur le respect. Et le sport a été évoqué également. Là, c'est un Grenelle du sport qu'il faut. Quand on voit l'état aujourd'hui des installations sportives mises à disposition des clubs ou autres équipements de quartier, on s'interroge. On s'interroge sur la capacité que l'on a encore, que vous avez encore, à accueillir nos jeunes ou moins jeunes dans ces structures.
les conditions d'hygiène et de sécurité élémentaires ne sont pas respectées. Il faut vraiment que nous changions de relation avec vous et que nous mettons les choses sur la table. Voilà. Et sur les subventions, je suis désolé, j'ai le compte administratif. Alors il y a de tout. Ça va de 50 € à, certes, on va dire que c'est plus des subventions associatives, mais ça va à 4 millions. C'est pas des assos, d'accord? Quand on parle du CCAS, mais il y a des disparités qui sont quand même assez extraordinaires et qui méritent d'être mises sur la table et d'être étudiées, d'être partagées avec vous pour peut-être un peu plus d'équité de traitement. Voilà. Merci. Cette fois-ci, j'ai pris mon temps. Mais j'avais de l'avance, j'avais pas. C'est parfait. Voilà. Je vais essayer de tenir les 3 minutes parce que j'étais un peu à la limite sur les 2 coups précédents. Pardon. Pardon, je n'avais pas vu le. Désolé, vas-y. En fait, voilà, ce que je disais avant, le monde associatif, il y a plein de monde. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire qu'il y a des associations, j'ai refusé dans le côté adjointe d'éducation, en tant qu'adjoint, par exemple des associations qui voulaient intervenir dans les lycées catholiques contre le droit à l'avortement, avec aucune honte. Et bah oui, comment soutenir les associations, c'est comment politiquement on est en accord avec eux. Aujourd'hui, il y a des associations, c'est des écoles hors contrat, aucune honte de pas les soutenir. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'au moment où on se repose la question politique, en même temps, j'y crois pas, et comment on soutient des associations qui ont les mêmes valeurs que nous. Et c'est avant tout ça, les mêmes valeurs, les mêmes visions des choses, et des visions politiques dans son snob, politicienne, quel citoyen demain on veut. Et aujourd'hui, comme on a toujours fait, on ne soutient pas toutes les associations, loin là, on soutient les associations qui pour nous sont dans nos valeurs propres et politiques. Donc quoi, les initiatives d'habitants, la vie sociale, la vie locale, comment les habitants on les fait vivre ensemble, voilà ce qu'on soutiendra et ce qu'on soutient déjà. L'environnement, comment ça se fait comment des associations peuvent faire participer les habitants sur une politique d'environnement. La mixité sociale, c'est quelque chose qui est très important sur la ville de Brest depuis toujours, une forte politique qu'on porte sur la tarification sociale. L'accessibilité, c'est comment rendre accessibles les services ou l'éducation ou la culture à tous, ou le sport à tous. La lutte contre la pauvreté, voilà, comme ce sont aussi des choses qu'on trouve importantes, la lutte contre la pauvreté, c'est qu'à un moment, on est aussi une ville qui avait mis 7 mairies de quartier dans des associations. Pourquoi? Pour que les services publics soient au plus proches des habitants. Et les mondes associatifs, pourquoi 23 équipements? Parce qu'on veut que ce soit le plus proche des habitants. 35 écoles, enfin 69 écoles, pour que ce soit les services publics le plus proches des habitants, parce que le service public, c'est la richesse du pauvre. Et aussi les associations qui soutiennent les personnes qui ne disent jamais rien, qu'on n'entend pas, qui ne viennent pas dans ces débats-là. Ça c'est important aussi, les sans-voix comme on appelle. Effectivement, on est très fortement, on porte fortement ces associations-là avant d'autres. On fait aussi des associations où on repasse la place de la jeunesse. Et moi, ce que j'ai envie de dire, dans le monde associatif et dans le monde actuel, c'est qu'on s'individualise. Et pour moi, l'éducation populaire, c'est passer de la parole individuelle à une parole collective, donc une parole politique. Et c'est ça l'éducation populaire. C'est pas le monde associatif. L'associatif, West France, c'est une association. C'est le monde associatif d'éducation populaire que moi j'ai envie de soutenir, qu'on a envie de soutenir. Pas forcément toutes les associations. Et effectivement, la place de la jeunesse, la place de la confiance aux autres, c'est ça qu'il faut qu'on défende. Des associations qui donnent la place aux gens, qui redonnent confiance. Effectivement, un service public, des fois, est un peu compliqué. C'est le monde associatif qui peut redonner confiance à un habitant, à une personne lambda qui se retrouve seule, qui est dans l'isolement et qui à un moment repartage des liens sociaux. C'est ça qu'on défend. Et on ne défendra pas toutes les associations. Merci. On parle d'associations de l'île, c'est vrai qu'en fait il y a des associations de la ville qui légalement sont des associations, mais qui pour moi n'ont pas du tout la même posture. Moi en fait quand j'entends association, j'entends plutôt des choses comme le maquis, le planning familial, Pardon Trans, ou Elle Cause, Coucou Recoupe. Donc en fait des associations où c'est les habitants qui les font, c'est les habitants qui font tourner et qui proposent des choses en fait qui font avancer et qui aident les gens. Ça peut être culturel, mais ça peut être aussi donc, sur les violences conjugales, ça peut être sur le sport, ça peut être sur tout. Mais pour moi en fait, ce qui fait vraiment vivre une ville, c'est les petites associations. Et donc quand on est une association, effectivement on doit faire un bilan d'activité.
on doit répondre à des appels d'offres, enfin, on doit pas des appels d'offres, mais on doit faire des demandes de subventions. Et donc ça demande beaucoup de temps, d'énergie. Et c'est aussi, j'ai la sensation que c'est un peu le seul moyen de communication qu'on a avec la municipalité. Et quand dans une association, on n'est pas content, pour le dire de toute façon brute. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir la mairie, mais on tape du poing sur la table à la mairie, il ne se passe rien derrière. Parce qu'au final, ils vont dire oui, mais il ne se passe rien derrière. Et par exemple, les conseils de quartier, moi je trouve que c'est un outil vraiment intéressant. Mais pourquoi c'est seulement consultatif? Pourquoi? Parce qu'au final, on va débattre dans les conseils de quartier, on va discuter des choses, mais derrière, les élus politiques, ils peuvent s'en inspirer, mais ils décident ce qu'ils veulent. Au final, notre avis, on a l'impression qu'ils ne compte pas. Et donc, pour moi, en fait, il n'y a pas vraiment d'indicateur politique pour mesurer l'impact. Enfin, j'ai l'impression que ça n'existe pas vraiment. Justement, ce serait pas nécessaire. C'est ça. C'est pour ça que je pense que les conseils de quartier, par exemple, s'ils deviennent décisionnaires, là tout de suite, les associations, si elles s'investissent dans les conseils de quartier, pas direct, il y a un effet. Il se passe quelque chose. C'est une réponse. Les assemblées thématiques, c'est un peu le même principe que ça. Donc après, comme on a beaucoup réfléchi ça, donc on a un document de 57 pages qui décrit dans les détails comment on compte fonctionner. Et donc pour ça, je vous invite à aller voir les détails sur projet.bdlc.fr. Merci. Et voilà. Ouais, merci. Du coup, oui, je vais tenir les 3 minutes. En termes d'indicateurs, ce que nous sortent les instituts de statistiques usuellement, c'est d'abord la richesse financière. Et à ce niveau-là, nous savons tous que les services publics sont d'abord la richesse de ceux qui n'en ont pas. Du coup, cet indicateur de richesse, c'est aussi ce qui nous dit dans quel endroit dans la ville il convient d'investir le plus de moyens publics. Et le financement qu'on va faire aux associations qui agissent dans ces lieux sont un prolongement de ce rééquilibrage des richesses. Ça, c'est pas un indicateur qu'on va évaluer après, c'est bien un indicateur qui nous dit avant comment orienter l'action publique. Mais la richesse financière, c'est pas tout, et ce qu'attendent les habitants, c'est d'abord de la richesse humaine. Et là, quand on se tourne vers la sociologie, on va avoir des indicateurs qui vont nous définir ce qu'est l'isolement des habitants, et à l'opposé, quelle va être la solidité d'un tissu social qui permet aux gens de mieux vivre là où ils se trouvent, parce qu'ils ont effectivement des gens vers qui se tourner, des associations dans lesquelles agir. Et cette richesse humaine, elle ne se mesure pas de façon très directe, mais malgré tout, on peut l'apercevoir. Quand on va faire du sport ensemble, quand on peut jouer autour d'une table, quand on peut préparer un repas et le prendre en commun. Donc tout ça, c'est des indicateurs de cette richesse humaine, et il va falloir qu'on garde un œil là-dessus. Du côté des associations, on va aller leur demander, pour les activités qui traditionnellement sont très genrées, d'aller vers plus de mixité. On sait que notamment dans le sport, c'est les activités très masculines auxquelles on va demander de se féminiser nettement plus. Mais c'est aussi l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est l'inclusion des personnes de tous âges, et notamment les plus jeunes et les plus âgés. Pour les plus âgés, souvent sur des questions de mobilité. Sur les plus jeunes, c'est la question de permettre aux parents isolés de participer aux activités qui se passent dans leur quartier. On demande aux associations d'avoir une meilleure richesse culturelle, donc de permettre aux habitants d'accéder à de nouvelles expériences, donc de créer des expériences nouvelles, d'acquérir des capacités nouvelles, de devenir de spectateurs, de devenir acteurs de la vie dans la ville. Voilà. Et pour tout ça, on va surtout ne pas demander aux associations de créer de nouveaux indicateurs. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu quantité de rapports d'écrits, d'audits, de remplis. La première chose que la municipalité va s'engager à faire, c'est qu'elle est destinataire des différents rapports d'activité qu'écrivent les associations. On va s'engager à lire ces rapports d'activité et à ne pas demander aux associations d'en faire des synthèses plus ou moins ordonnées.
Quand vous irez voir la mairie, que vous aurez un rendez-vous, votre interlocuteur aura lu ce que vous avez fait la fois précédente, et il n'y aura plus d'audits inutiles. Oui, pour Brest Écologie Solidarité, alors le premier problème avec votre question, c'est effectivement la question des indicateurs, c'est-à-dire qu'on ne mesure que ce qu'on sait mesurer, et donc par conséquent, quand on se fixe des indicateurs, le danger c'est de se restreindre à ces indicateurs. Alors, il y a des choses évidemment qu'il faut regarder, l'égalité femmes-hommes, l'inclusion des personnes en situation de handicap, les questions d'accessibilité sociale, ce côté, comment dirais-je, atténuation des différences sociales, c'est des indicateurs qu'on peut regarder, mais c'est des choses auxquelles on ne peut pas se restreindre. Tout à l'heure, je disais que l'un des enjeux, c'était d'être capable d'écouter et d'être en attention. C'est pas facile, hein, ça demande du temps. Ça veut dire effectivement que quand on envoie un document, il est lu. Ça veut dire aussi que quand on envoie un document, je dirais dans un bureau, on ne le redemande pas dans le bureau d'à côté. Ça veut dire que quand on est une institution comme la ville de Brest, on est capable de savoir qui a rencontré telle association, sans avoir à le demander à l'association, parce que sinon c'est de la triche. Et ça veut dire d'être capable de créer, le grand mot c'est la transversalité, mais c'est de sortir de logique d'isolement dans les services et de sortir aussi de logique d'isolement dans le monde associatif. C'est-à-dire que on n'est pas la ville face à une association, on est des élus, mais on est face au monde associatif qui est une large part du monde citoyen. C'est quand on parle à une association, on parle à un bout de la ville, et ça il faut garder à l'esprit. On n'est pas dans une question de rapport de force, puisque nous ne sommes légitimes que parce que nous sommes élus par les citoyens. Donc ça c'est un élément important. Après, chacun porte des priorités politiques, plus ou moins fortement, plus ou moins divergentes, et on aura tous une attention pour les actions qui vont dans le sens de ce que nous souhaitons. Nous sommes à fond pour la transition écologique, évidemment que ça fait partie des choses qui seront regardées. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une évaluation au picomètre, même si ce n'est pas le monde associatif brestois qui a une empreinte écologique énorme, mais de voir l'attention qui est portée sur ces questions de transition écologique, dans les méthodes, dans les objectifs portés, ça fera partie des choses que nous regarderons. Voilà. Pour la liste ouvrière, faire entendre le camp de travailleurs. Moi, je voudrais souligner une chose, c'est que justement, à propos des valeurs, une municipalité, notamment une grande municipalité comme Brest, eh bien, elle est faite de tas de valeurs partagées, et quand j'entends un certain nombre de discours de gens qui parlent compétitivité, qui pratiquement considèrent que les associations, si ça pouvait être des espèces de start-up, qu'on va bien vouloir aider et qui vont nous fabriquer de la valeur, manifestement, il y a dans la même municipalité des gens qui ne défendent pas les mêmes valeurs au sens, les gens qui font des affaires, et là partout, ils sont bien soignés. Et c'est vrai d'une ville comme Brest, comme c'est vrai à l'échelle de l'État. Et puis à côté de ça, le monde associatif, qu'on voudrait bien surveiller, mettre sous tutelle, qui prennent un petit peu nos valeurs. Et nous, les valeurs que nous défendons, en tout cas avec ouvrière, justement, c'est les valeurs de la lutte de classe. Parce qu'on souhaite et on pense que la société, elle changera à travers tous ces acteurs, ceux qui sont aujourd'hui engagés dans le monde associatif, elle changera le jour où justement on aura conscience d'avoir des véritables adversaires en face qui nous font la guerre, pour qui les budgets, même municipaux, eh bien c'est des fromages. Là ils se servent. Je peux vous dire que les gens qui font des affaires avec la municipalité, ils sont beaucoup moins surveillés que les associations.
Et le problème, il est là. C'est en ce sens-là qu'on n'a pas les mêmes valeurs et qu'effectivement, on est une liste qui se réclame de la lutte de classe et non pas de la bonne entente entre citoyens. Hein. Les citoyens qui font tourner la société, qui par leur travail la font marcher. Oui, bien sûr, ça c'est notre camp. En face, tous ceux qui se mettent au service de ces gens qui en fait sont en train de démolir la vie des gens tous les jours à travers le chômage, on peut parler de la délinquance, on fait tout ce qu'on veut. Hein. Eh bien, on n'est pas du même bord, on tient à l'affirmer et on souhaite que justement les électeurs se servent de ces élections pour l'affirmer. Et de ce point de vue-là, pas de problème vis-à-vis des associations utiles, de leur engagement, de leur bénévolat, des gens qu'elles peuvent, si elles en ont les moyens, financer pour aller dans ce sens-là. On est de tout cœur de leur côté. Par contre, on n'est pas du même côté. Des gens qui défendent d'autres intérêts, même si c'est sous couvert de citoyenneté, de fraternité, etc. Parce que ça, c'est de l'hypocrisie, et c'est même à la limite du mensonge et de l'escroquerie. Merci. Madame Magor. Oui. En parlant d'indicateurs, ça renvoie nécessairement aux critères qu'on évoquait au début. Il ne faut pas être hypocrite, la répartition des aides de la collectivité aux associations donne lieu à un travail sur les critères. On a été plusieurs à parler de transparence des critères et nous y sommes attachés. J'ai évoqué aussi les démarches éthiques que nous souhaitions promouvoir, le respect de certaines valeurs comme la parité femmes-hommes. Tout ceci, évidemment, peut s'observer. Hein. Et donc, quand on parle d'indicateurs, on observe dans quelle mesure les critères que l'on a émis au moment d'attribuer les aides de la collectivité ont été plus ou moins respectés, plus ou moins mis en application. Mais évidemment, ça va bien au-delà, parce que le monde associatif lui-même, il met en jeu les citoyens à la base. Tout le monde n'est pas dans les instances dirigeantes des associations, même si... je l'ai dit aussi, nous avons une vigilance sur la gouvernance. Hein. Il faut que les responsables des associations soient réellement responsables et ne soient ni les faux-nés de la collectivité, ni manipulés par leurs salariés, comme ça arrive quelquefois. Hein. Donc, vigilance là-dessus, mais derrière ça, il y a aussi une mise en mouvement de la société par le biais justement de cette association de citoyens. Et ça doit se traduire, ça ne se mesurera pas, mais ça se traduit de façon beaucoup plus qualitative, eh bien, par une vie dans les quartiers, disons, d'un voisinage plus simple, une sortie de l'isolement. On est quand même frappé sur une ville comme Brest, et on a vu là les résultats des recensements qui nous le montrent, combien les personnes isolées ont augmenté en proportion dans la population et combien leur isolement a augmenté. On le voit, les gens qui ne sortent plus de chez eux à partir de certains moments. Voilà, donc ça pose vraiment problème. Et si on pouvait avoir une appréciation qualitative, évidemment, pas quantitative, de cette sortie de l'isolement pour mieux faire société dans notre ville, à ce moment-là, on aurait peut-être trouvé un indicateur qui, en tout cas, pour nous, serait pertinent. Merci. Les ministres qui s'y mettent. Ah bon, bien sûr. La question n'est pas simple, d'ailleurs. La question n'est pas simple, même si, évidemment, il convient d'évaluer, donc de poser les critères avec ce souci de transparence, mais on voit bien au moment où on veut qu'on pose des critères objectifs qu'en réalité c'est bien subjectif, parce que en fonction de vos approches, de vos sensibilités, vous allez mettre plus ou moins l'accent sur tel ou tel critère. Notre démarche, elle est de co-construire. Donc nous avons évidemment les valeurs, et tout ce qui a été dit, nous le partageons, mais nous voulons aussi co-construire. Et que, à partir de ces échanges, un même champ d'intervention, un secteur associatif, il faut que les critères derrière soient connus de tous. Ça nous ramène à la transparence. Le conventionnement n'interdit pas l'évaluation annuelle.
Et c'est là où il faut vraiment être dans la capacité de lecture. Tout n'a pas à être rentable. Tout n'a pas à être rentable. Comment quantifier la valeur humaine, la relation humaine, le lien social. Et une part du travail des associations est justement de constituer ce lien vivre dans une tout n'a pas à être rentable, bien évidemment. Vous pouvez évaluer la capacité d'une association à créer du lien intergénérationnel. Dès lors que vous considérez que c'est important, nous considérons. Vous pouvez considérer que c'est la transition écologique. Vous pouvez considérer que c'est la lutte contre les exclusions. Comment j'évalue le travail de Robert Mouly? C'est au nombre de personnes accueillies, c'est au nombre de personnes qui sont réinsérées dans le champ professionnel pour que ça soit possible au regard de vie privée. Bref, c'est ça qu'il faut aussi co-construire. Il n'y a pas des élus qui savent, les élus sont garants de l'argent public. Mais il faut accepter aussi soi-même d'être un peu bousculé par ce que sont les compétences, les connaissances de celles et ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Eh bien, on se met d'accord sur la manière dont on va construire ces critères, on va venir les évaluer. Moi, je souhaite vraiment pouvoir soutenir la prise de risque. Ça doit pouvoir s'évaluer, ça aussi. Moi, je veux qu'on soit dans cette capacité d'innovation. Je prends un risque et on l'évalue. Et si ça a marché, eh bien, tant mieux. Si ça n'a pas marché, on rebondit sur autre chose. Ça aussi, il faut pouvoir l'évaluer. Moi, je suis pour encourager cette prise de risque. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est comme ça qu'on crée l'innovation et la capacité à renforcer, y compris le lien sur le territoire. Donc voilà, comprenez que c'est là pareil, comme la première question, difficile de donner un montant. On donne juste une méthode et un objectif, c'est de partager les critères. Et ça trace le chemin pour les 6 années qui viennent. C'est des éléments. On s'était dit qu'on s'arrêtait à 20h. On avait prévu une demi-heure de temps d'échange avec la salle. Donc voilà, si certains d'entre vous ont envie de réagir à des propos, des propositions, des réponses qui ont été formulées. Oui. Essayez peut-être de vous lever pour que tout le monde entende. Je pense que c'est plus facile au moment où je suis navrée, mais c'est plus facile pour que tout le monde entende bien la question. Donc, on est une association qui aujourd'hui est quand même connue sur la place de Brest et puis située au bord du commerce. La question de la relation qu'on peut avoir avec la municipalité ou les municipalités qui pourraient arriver est complètement posée. J'ai bien entendu, ça fait 16 ans qu'on existe, on a connu des échéances municipales et des retours aussi, et des promesses et des non-promesses et des choses qui malheureusement ne voient pas le jour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on est toujours dans des locaux qui n'ont jamais été considérés comme étant quelque chose de définitif pour une association. On est toujours une association qui, au bout de 15 ans, on est toujours à la rue au lendemain, puisque on n'a toujours pas signé d'accord. On est toujours dans les subventions et j'ai apprécié le contenu des questions, puisque effectivement, est-ce qu'on a le droit d'avoir des moyens pour fonctionner si on veut pouvoir bâtir les projets, ou est-ce qu'on doit avoir des projets pour avoir le droit de fonctionner, et donc est-ce qu'on a cette capacité politique à accueillir et à faire ce que l'on fait tous les jours. Et les 3 questions, je pense qu'elles ont une vraie tenue. Et elle mérite d'avoir aussi des lieux dédiés pour ça, avec ce monde associatif de Brest, que je connais bien maintenant depuis 15 ans, et qui a des vraies valeurs, et qui je pense, doit pouvoir aussi à un moment donné s'exprimer comme on fait ce soir, et face aussi à un public et à des gens qui sont des professionnels de ce qui est mis en œuvre. Donc là, on va rencontrer des gens de vitesse, on voit des profs, on voit tout un monde de professionnels et on travaille avec eux. Et je crois qu'on a besoin non pas d'avoir aujourd'hui ce genre de promesse électorale, mais qu'on ait vraiment quelque chose qui nous permette de dire, bah oui, votre asso, on l'a prise en compte et elle tiendra le coup, puisque là aujourd'hui, je ne sais même pas qui pourra prendre un jour le risque de dire, bah ouais, la caisse à clous avec ceux qui sont, demain existera. Je vais parler pour mon association, je m'excuse. Je pense que c'est on est un peu en colère au regard de la situation.
Tout à fait. Je pense que, effectivement, Sémaphore, je trouve que la semaine dernière, j'ai déposé le bilan de Sémaphore. C'est pas encore, c'est en cours. Et ça veut dire aussi que, malgré tous les efforts qui ont été faits, les demandes, et je pense qu'on présente aussi ce qu'on défend et on explique. Quand on n'a pas de réponse à un moment donné, c'est la banque qui suffit. À ce moment-là, tu mets ta clé sous la porte. Peu importe les idées que tu as, ce que tu défends, ou ce que les valeurs, en gros. Alors c'est vrai que je suis un peu énervé aujourd'hui d'entendre des choses. Parce que il y a un moment où je me dis, mais ouais, on a l'air tous assez d'accord, il faut défendre le monde associatif. Sauf qu'il y a un moment, s'il n'y a pas d'argent, d'ailleurs, il faut la Est-ce que dans la future organisation de leur municipalité, il y aura un service vraiment dédié aux associations? Ça, c'est une vraie question. Et je voudrais aussi répondre à M. Patamien, tout à l'heure, il y a une chose qui m'a fait bondir en disant qu'il fallait qu'on se tourne vers l'enseignement privé, les fondations. Je suis désolé, mais moi, l'Oréal ne me vaut pas. De toute façon, ça leur permet de défiscaliser et donc c'est encore mes impôts. Donc je préfère encore savoir directement qui me donne mes impôts. Voilà. Donc si vous pouvez répondre à l'organisation du service associatif. Oui, madame. Oui, moi il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est que il existe donc dans la plupart des villes de la nôtre, c'est plus important, il existe un outil pour les associations qui s'appelle une maison des associations. Et c'est un outil, effectivement, qui permet de mutualiser les moyens, qui permet effectivement l'interaction entre les associations, qui permet toutes sortes de choses dont on a dit ici que finalement ça ne marchait pas. Alors la question que je me pose, comment se fait, est-ce que aucun de vous n'ait envisagé cette hypothèse, ou est-ce que vous l'avez envisagée? Et pourquoi vous ne la trouvez pas intéressante? Moi, personnellement, je ne vois qu'un inconvénient, c'est le risque d'une mainmise de la municipalité sur les associations. La maison peut avoir tendance à rendre ces choses-là, c'est peut-être dangereux. Et voilà, en tout cas, manifestement, c'est une question que vous n'avez pas posée et que je me pose depuis que je suis à Brest, où il y a une vie associative immense qui n'est même pas visible. Alors moi je vais répondre, mais pas en tant qu'animatrice de la soirée, mais juste en tant que salariée d'une association qui donc est en situation de cessation de paiement aujourd'hui, enfin depuis la semaine dernière. On a en 2016 présenté un dossier au réseau national des maisons des associations qui labellise d'une certaine manière en fonction de la nature des services, du nombre des associations qui adhèrent à la nôtre, des prestations qui sont fournies, du nombre de conseils qui est délivré à l'année, du type de conseil sur lequel on est sollicité. Donc on a déposé un dossier et nous avons été labellisés Maison des associations, donc Sémaphore et Maison des associations. Et fort de cette nature de compétence, on a essayé effectivement de coopérer avec les services municipaux actuels de manière à leur proposer notre travail, de communiquer sur notre travail, et peut-être qu'ils s'adjoignent nos compétences, en souhaitant, nous, effectivement, on est une association avec sa liberté d'action, mais conserver la liberté de notre action auprès des associations donc, du pays de Brest, et pour ce qui nous intéresse ce soir, à Brest. Depuis 2016, nous avons une fin de non-recevoir et aucun soutien de la municipalité sur ce projet. Moi, là, je suis juste acteur associatif qui rencontre cette difficulté et effectivement une absence de coopération sur ce que vous avez dit. Enfin, comment on peut se construire réellement la coopération avec les associations? Quels moyens on donne au fonctionnement? Aujourd'hui, pas beaucoup. Et ça pose la question effectivement que vous dites sur la transversalité finalement qui est nécessaire d'avoir une vision globale d'un élu, d'une commission d'élus, je ne sais pas, mais en tout cas
quels seraient les moyens des candidats que vous êtes aujourd'hui à mettre au service d'une vision transversale et d'une action transversale qui viennent soutenir l'action associative aujourd'hui, qui n'est que compartimentée pour la culture, pour le sport, pour l'éducation, etc. C'est normal, hein, effectivement, tout ça, ça existe. Mais n'empêche qu'il n'y a aucune vision globale au niveau municipal de ce qu'est la vie associative pour la vie associative. Juste envie de rebondir sur, en entendant les différents acteurs associatifs. Nous, Brest la liste citoyenne, donc on est tous des citoyens. Je suis un amateur complet de la politique, hein, je la suis complètement, on est dans la liste. Et en fait, on a créé cette liste-là parce que justement, on en a marre d'élire des personnes. Est-ce qu'ils vont tenir leur engagement? Il faut qu'ils en aient. Comment vont tenir tout ça? On ne sait pas. Donc, nous, on n'a pas de programme politique, je dirais, mais on a un projet de restructuration justement de la prise de décision et de l'initiative, parce que justement, l'initiative, apparemment, vous les avez, vous avez envoyé un document, et vous avez déjà des pistes à suivre pour que, pas survivre, mais juste vivre et voir plus loin et être à l'aise. Tout simplement, vous faites partie de la cité, et nous, c'est ce qu'on défend, c'est la démocratie, dans le sens où le pouvoir est même du peuple. Et le peuple, pour nous, on croit que c'est le peuple, donc à nous, citoyens et citoyennes, de reprendre ce pouvoir-là, et c'est ce que nous, on vous propose. Donc, si vous voulez arriver et proposer, vous dites, vous avez votre droit d'initiative, vous le faites concrètement. Donc après, vous pouvez toujours croiser les doigts et dire, on vous demande des promesses et des attentes, et puis après on verra si ça passe ou pas, mais vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Depuis plusieurs mandats, nous on en a marre, et on se dit, on y va, et puis de toute façon, ça va être nous. En fait, si vous votez pour nous, c'est que vous votez pour nous. En fait. C'est aussi simple que ça. Moi, je me posais la question comment on peut augmenter le poids des habitants dans l'octroi même des subventions. C'est-à-dire, comment peuvent-ils participer actuellement dans tout le monde du social? C'est une commission collégiale du CCAS qui prépare pour les élus, pour les conseils municipaux. Qui est dans cette commission? Comment? On ne sait pas. Le DSU, pour tout ce qui est contrat de ville, pour les 700 000 € pour les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, il y a des commissions, et tout d'un coup, il y a une commission technique qui tout d'un coup dit « Ah non, Entraide Amitié n'aura pas de subvention ». Qui est dans cette commission technique? C'est même dans cette participation à ce niveau qu'il y a peut-être des choses à revoir et ne pas laisser les services techniques et les institutions, d'une façon générale, prendre le pas sur les élus, sur les gens qui sont à la base. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose aussi à faire au niveau des CCQ, des conseils citoyens, quelles sont vraiment la part que les habitants peuvent prendre dans du concret, pas pour faire semblant de les écouter, évidemment. Qu'en pensez-vous? Oui, ça correspond un peu à certaines des initiatives que nous proposons. Effectivement, on pense que dans l'organisation actuelle du fonctionnement, ça fonctionne mal, la démocratie locale ici, avec des dossiers qui ne sont pas assez ouverts. Nous sommes pour l'ouverture des dossiers. Les types de décisions comme ça ne passent pas au conseil municipal. Quand on veut, avant de voter pour quelque chose, savoir un peu précisément de quoi il retourne, et qu'au moment où on reçoit l'ordre du jour du conseil, on demande des précisions, on demande le dossier de fond, souvent on ne l'obtient pas. On a des petits éléments succincts, donc on ne peut pas se prononcer en connaissance de cause. Si on veut avoir le temps de se retourner vers les intéressés, mettons que sur les associations, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, mais même dans d'autres cas, on n'a pas les données. Donc nous, on a maintenant ce qu'on appelle l'open data, l'ouverture des données, qui permet quand même très largement, sans que ça coûte, de mettre tous les éléments des dossiers à la disposition du plus grand nombre, des citoyens, des gens qui vont pouvoir donner leur avis en amont, éclairer l'ensemble des élus au moment de prendre les décisions. Eh bien, ça, nous y croyons. Moi, j'ai toujours cru et nous croyons à l'expertise citoyenne. On pense que la personne qui est la plus capable d'avoir à dire ce qui est bon pour elle, c'est la personne elle-même, les personnes avec qui elle est le plus proche en contact, comme vous l'êtes, je le sais. Alors il y a quand même une spécificité des élus,
C'est-à-dire qu'à un moment donné, fort de toutes ces expériences personnelles des uns et des autres, de cette expertise qui leur est donnée, eh bien l'élu, il doit quand même prendre la responsabilité. Et prendre la responsabilité vis-à-vis de tous les citoyens et tous les contribuables. C'est là son rôle. Mais avant ça, dans l'analyse, dans la discussion, dans le débat, il n'y a pas de raison de couper les choses. Après, il faut que le rôle soit bien clair dans la prise de responsabilité qui va être le rôle de l'élu. J'entendais Mme Magor, qui a été préfète, qui a contrôlé pendant des années les budgets, y compris des fameux élus municipaux qui considèrent qu'ils sont à pouvoir parce qu'ils sont élus. Et le problème, il est là, c'est que le véritable pouvoir, c'est des gens non élus qui l'exercent. Il est eu loin le temps où les préfets étaient élus. Dès qu'on a un peu ratatiné les choses, si on remonte à l'époque de la Révolution française, et bien finalement, on a mis les municipalités sous tutelle. Alors que les associations sortent, elles aussi, dès qu'elles s'adressent, ne serait-ce qu'à une municipalité comme Brest, des femmes de recevoir, ou fait que. Ça fait partie de l'ordre des choses de cette société, où finalement le pouvoir, il est sous le contrôle étroit de ceux à qui il sert, c'est-à-dire ceux qui brasent les affaires. Les autres, les citoyens, ils peuvent s'associer, ils ont le droit d'association lorsqu'ils demandent, et en principe ils devraient avoir droit, puisque tout ça, comme on l'a dit, c'est des budgets publics. Non, là, il faut qu'ils rendent des comptes. En gros, vous êtes riche, vous brassez des milliards, vous pouvez avoir droit, et on ne vous demandera jamais aucun compte, sauf que de temps en temps, quand vous faites prendre style Carlos Ghosn, etc., puis après on se rend compte, alors là, les milliards publics, vous en avez brassé. Et par contre, quand vous êtes en bas, et bien nous, ce qu'on préconise, c'est que justement ceux d'en bas, ils arrêtent en quelque sorte d'être simplement des citoyens dociles, obéissants, et qui espèrent en tel ou tel élu qui va lui faire telle ou telle promesse. Il va bien falloir un jour le changer, ça. Et il faudra des luttes et d'une sacrée ampleur. Vous vouliez intervenir ? Oui, sur les plusieurs questions qu'il y a eu. Effectivement, sur l'organisation du conseil municipal, est-ce qu'il faut un élu aux associations ? On se le pose depuis quand même pas mal de temps. La difficulté de ça, c'est qu'effectivement, il y a des associations sportives, des associations culturelles, des associations d'éducation. C'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, on a un élu qui était à côté de moi, l'organisation est faite comme ça, sur un élu sur la vie associative et les 23 équipements, tout ce qui concerne un peu l'éducation populaire. Mais effectivement, les associations culturelles vont s'orienter plus facilement vers l'adjoint à la culture. C'est un peu, est-ce que c'est bien ou pas ? On se la pose toujours, on ne sait pas. On a aussi un vice-président d'économie sociale et solidaire à la métropole pour pouvoir répondre à tout ça. Effectivement, une association qui va faire du social ou montrer de la dignité n'a rien à voir avec une association sportive. Donc, c'est pas si simple d'avoir un élu sur la vie associative, parce qu'en fonction des associations, entre une association bénévole et une association comme Petit de Valire, avec des salariés, il n'y a pas les mêmes obligations, exigences et les mêmes difficultés, on va dire quoi. Et effectivement, sur la vie associative, on sait bien que la ville, on aimerait aider toutes les associations qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est toute la difficulté, parce que la caisse à clous, c'est pas la ville qui s'est désengagée, c'est quelqu'un d'autre. Ça s'appelle la région, l'État. On a des engagements partout, et effectivement, sur les locaux, c'est le port qui appartient pas forcément à la ville. Il y a chaque association, chaque chose est difficile. Je dis pas qu'on a les bonnes réponses tout le temps. Justement, je suis en train de dire ça, qu'on est bien face à des contradictions, des fois pas simples, qui amènent des situations, effectivement, mais on a toujours essayé de soutenir le plus possible. Madame Malgorn, effectivement, elle pose la question du DSU, du PEC. Le DSU, je rappelle que c'est quelque chose de et le projet éducatif et citoyen par ailleurs, c'est quelque chose de partenarial entre l'État, la CAF, et les départements. Donc c'est des choses et les partenaires associatifs ou éducatifs, etc. Donc tous les ans, au bar quartier, il y a bien des instances où on négocie avec les acteurs locaux, etc. sur des lignes, sur des projets politiques copartagés.
Et effectivement, après, il y a des demandes de financement qui sont vues en mode pour voir si ça correspond bien à la ligne qui a été comportée par l'ensemble des partenaires. Et bien ensuite, c'est le politique qui va décider s'il y a des priorités à donner ou sur les montants, parce qu'on est dans des systèmes d'enveloppe fermée avec des financeurs qui n'est pas que la collectivité, mais c'est la collectivité qui organise ça. C'est ça que c'est Et donc effectivement, voilà, ce n'est pas qu'on veut être opaque, c'est qu'il y a des partenaires associatifs, ils sont visibles, Madame Magorn, ils sont sur Internet, et vous pouvez aller les voir si vous vous renseignez. Ouais, sur les 3 points qui ont été évoqués, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de prendre des engagements relativement à la désignation d'un adjoint en charge du monde associatif en transversalité, qui soit un peu un faiseur de lien. La question qui était posée tout à l'heure était plutôt est-ce que vous envisagez un service unique dans les services de la ville et de la métropole? Il ne me semble pas que ce serait pertinent. Par contre, il faut qu'il y ait un faiseur de lien, d'abord par un élu, et peut-être avec quelques personnels d'appui pour assurer cette liaison interservice, parce que j'ai eu trop de témoignages de responsables associatifs qui finalement sont effectivement obligés de taper à de nombreux sports pour résoudre un problème et finalement avec ce qui a été dit tout à l'heure, on se renvoie un peu la balle. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens aujourd'hui. Il y aura certainement à repenser une partie de l'organisation des services de la ville et de la métropole, mais avant tout il faut des faiseurs de liens. Je pense qu'un adjoint serait dédié à cela. La question de la maison des associations, alors j'ignorais moi que Sémaphore avait obtenu un label, mais une maison des associations pour mettre en valeur et en visibilité, pourquoi pas, mais il me semble essentiel que les acteurs associatifs eux-mêmes s'entendent sur la nécessité et sur le pourquoi une maison des associations. Moi je suis très prudent sur ce genre de sujet. Il faudra vraiment se mettre autour de la table pour savoir ce qu'on veut vraiment faire, parce que vous évoquiez la concurrence liée à des appels à projets, mais vous avez aussi dans le milieu associatif des associations qui se mettent en concurrence et qui ne s'entendent pas. Donc, une maison des associations, elle doit aussi être un lieu de fédération, ça doit être aussi un faiseur de liens. Et enfin, ça a été dit tout à l'heure par Robert, la question de finalement qui décide quoi, quels sont les critères sur les subventions. Ce sont les services techniques qui ont pris le pouvoir, vous l'avez dit. Je l'ai entendu 25 000 fois. Est-ce que les élus n'ont pas un peu déserté leur rôle de lien avec les services pour justement peut-être redonner du sens? Je ne remets pas en cause les personnes dans les services. Elles font leur travail au mieux, me semble-t-il. Il y a de nombreuses compétences dans ces services. Simplement, à un moment, il faut que l'ensemble de cette administration soit en phase avec un projet politique tel que porté par l'équipe qui sera évidemment retenue, élue par les citoyens. C'est pas que le lien avec les services, c'est aussi comment les élus représentent les citoyens qui leur ont donné mandat à la question. Ça me semble. Ronan Pichon, vous avez une réaction? Juste sur ces thématiques-là. Alors, je voulais juste rebondir sur le mot transversalité, parce que c'est un peu. Je termine un premier mandat dans une équipe que je ne menais pas, et le mot de transversalité, moi je l'ai traduit par ça passe au travers et ça laisse pas de traces. Donc la concrétisation de quand on dit que quelque chose est transversal, c'est j'ai constaté que trop souvent ça voulait dire en fait c'est pas mon affaire. Non mais je constate que je le dis parce que c'est une réalité que j'ai vécue. Je portais des politiques transversales et j'étais pas le seul. Comment dirais-je, la réalité d'avoir un soutien pour le monde associatif, y compris un soutien très concret, parce que Sémaphore portait. On verra. Enfin, voilà, mais donc porte des fonctions qui sont vitales pour certaines associations. Enfin, ne serait-ce que concrètement faire des fiches de paye, ça s'improvise pas du jour au lendemain. Il faut quand même que quelqu'un le fasse. Et on va pas former 50 aides comptables dans 50 associations. On a besoin de pouvoir mutualiser ces compétences-là, enfin d'avoir quelqu'un à qui on peut avoir recours pour ces choses-là, parce que un, c'est complexe, et deux, derrière la fiche de paye, en général, il y a un ou une salariée qui a besoin de la fiche de paye pour vivre.
vivre, tout simplement. Et Donc des il y a... bénévoles qui ont besoin du service pour pouvoir exercer leur mandat d'élu associatif. Oui, non, mais... Sans quoi ils désertent parce que c'est trop. Non, mais on est d'accord qu'il y a... Enfin, là, c'est concrètement, ça peut avoir des conséquences... ça a des conséquences forcément importantes. Donc ces fonctions support doivent exister dans une ville comme Brest. C'est pas possible qu'on ne puisse pas avoir la possibilité d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, que ce soit un service municipal ou une autre association. C'est quelque chose qui peut se discuter, mais cette fonction de support est indispensable. Et d'avoir un service ou d'avoir une façon de travailler dans la ville qui fasse que la ville soit support de la vie associative, ça veut pas dire qu'elle porte la fonction de... ça peut vouloir dire qu'elle soutient quelqu'un qui le ferait. Ça me paraît indispensable. Et je pense que à la ville de Brest, aujourd'hui, on s'est égaré à avoir trop séparé en fonction des thématiques. Je pense que ça venait sans doute, il y avait sans doute des raisons au début, mais il y a comme beaucoup de choses, hein, les décisions sont prises à un moment donné, on prend une décision et puis petit à petit on finit par continuer sur ce chemin-là et on arrive à une situation qui n'est pas celle qu'on avait envisagée au départ. Donc moi je constate qu'aujourd'hui il y a une trop grande segmentation et donc il faut remettre du lien et apprendre de la coopération et apprendre aussi à ne pas se passer la patate chaude en disant c'est pas moi, c'est mon voisin, alors tout ça vient du budget municipal, quoi. Enfin, et l'élément sur lequel je voulais terminer, sur la question de la transparence. C'est vrai que la transparence, à la fois, alors dans les critères, il y a forcément un critère, à un moment de la subjectivité, il faut l'admettre, il peut y avoir des critères objectifs. Mais il peut y avoir, quand on va arbitrer entre deux choix, des critères de subjectivité, il faut le garder à l'esprit. La transparence, c'est aussi être capable, si on veut pouvoir juger des mérites comparatifs, proposer au jugement des mérites comparatifs des divers projets, il faut accepter qu'ils soient publiés. Et aujourd'hui, tous les acteurs associatifs ou qui ont affaire à la municipalité, qui ne sont pas forcément des acteurs associatifs, ça peut être des institutions publiques qui répondent soit à des appels à projets, soit à des appels à envie, n'ont pas toujours envie, ou parfois refusent même que le projet qu'ils ont déposé soit publié. Et je pense que certains, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'en connais qui refusent, et je trouve que c'est dommage, parce que ça veut dire que s'ils ont eu une bonne idée, ils empêchent d'autres de la reprendre, parce que les idées c'est fait pour être partagées, ils empêchent d'autres de la reprendre, de les remettre à leur sauce, peut-être ailleurs en France, hein, et en publiant ce qui a été déposé, ou au moins ce qui a été retenu, on peut comparer, ou on peut avoir en tout cas des éléments de comparaison par rapport à ce qui n'a pas été retenu, ou par rapport à ce qui aura été retenu l'année suivante, l'année d'avant. Voilà. Madame, je veux juste faire un petit point de timing, il est bientôt 20h. Je pense que si Madame parlait, peut-être prendre deux personnes maximum, mais après on va aller à la fin de l'échange. Je suis attendue d'entendre aussi autant de personnes dire que la maison des associations n'existe pas. Il y a bien un service qui existe à la ville qui s'appelle maison des associations. C'est municipal, c'est certain. On peut se poser la question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'intérêt, que ce soit municipal ou pas. Il existe, il y a que la French. C'est un bâtiment. C'est un bâtiment. Non, il y a des personnes qui sont dans un bâtiment aussi. Il y a des personnes dedans. Il y a des organismes territoriaux quand même. Une demande de réaction ici, s'il vous plaît. Le score reste à venir, soutenu par la liste de Pierre-Yves Cadalin, et c'était un peu la même chose que la dame a évoqué dès le début. Donc je suis néophyte totale de la politique, et quand on parle de maison des associations, c'est ce qu'il y avait le Proudhon presque au XXe siècle, c'est de ça dont on parle. Je voulais savoir si c'était vraiment ça dont on parlait. Je suis à la Café de la Rennes, la même maison des associations à Rennes, c'est un grand bâtiment qui est
place Henri, voilà, dans lequel il y a une vie, ça fourmille, je suis désolée, mais ça ne fourmille pas à peine APH. Et on va bien se dire, et il n'y a même pas d'ascenseur. Il n'y a même pas d'ascenseur. J'étais habituée à l'association pour le droit de la République, elle est partie parce qu'on était au 2e étage, et croyez-moi, quand on parle de questions de droit à la dignité, on a affaire à des vieux. Eh bien, il n'y avait pas d'ascenseur, par exemple. Voilà, c'est pas. Oui, c'est un lieu où on mutualise des ressources. Il y a des cas, parce qu'il faut quand même considérer que les associations ne sont pas toutes les mêmes. Alors, moi, je pense que. J'entends très bien, mais moi, je voulais juste géographiquement et dans ma petite tête de piaf, c'est ce qu'il y avait à Brest, il y a quelques années, donc. Ce à quoi vous faites référence, c'était un bâtiment qui permettait d'héberger des activités associatives, des réunions ponctuelles ou des activités qui pouvaient être récurrentes dans la semaine et qui servaient aussi de boîte aux lettres. Ce dont il est question là dans les propos de Madame, c'est d'un service mutualisé pour les associations, où effectivement il y aurait de la coopération entre associations dans un équipement qui peut être municipal, qui peut être privé, j'en sais rien, peu importe. Nous, ce qu'on entend plutôt avoir comme projet et porter, c'est quelque chose qui serve à animer la vie associative et à lui apporter de la ressource, en prenant aussi la ressource de toutes les associations qui en ont, et la partager effectivement, faire quelque chose de vivant, qui fourmille, et que plutôt que d'aller manger son sandwich le midi tout seul dans un centre commercial, quand on est bénévole d'association, ou quand on veut se parler de la vie associative, on est un espace de rencontre, d'information, de concertation, de montage de projets. Donc voilà, l'accès à un service, à du débat citoyen, enfin, à de l'initiative citoyenne. C'était vraiment ça l'idée. Claude, tu voulais avoir une... Bon, vas-y, je condamne si tu veux pas. Voilà. Sur la question un petit peu de l'opacité de la prise de décision, actuellement la seule partie visible de la prise de décision, c'est le conseil municipal. Et donc là, les citoyens sont purement spectateurs et il faudrait que ce soit aussi une occasion d'un dialogue entre citoyens et élus. Le niveau d'opacité qui précède, là où en fait les décisions sont discutées de façon plus ouverte entre élus, c'est les commissions. Et là, effectivement, ça devient invisible. Et il est vraiment dommage qu'on n'ait pas une présence citoyenne à ce moment-là qui permettrait de témoigner de ce qui s'y passe, pas forcément. Pas avec des droits de vote de commission, mais une présence qui permette d'avoir un regard là-dessus. Sur le côté associatif, il est important de voir que l'association, c'est aussi un rouage de l'action collective, et donc pas juste une action individuelle. L'action individuelle, privée, elle peut se faire par quantité de voix. Le rôle d'une association, c'est de permettre à des gens qui isolément ne pourraient pas agir, de devenir collectivement capables d'agir. Sur la question plus spécifique d'un élu à la vie associative, je pense que le plus problématique pour les associations, c'est de ne pas avoir de référent ou d'interlocuteur stable. Et je pense qu'il est important qu'au moment où une association commence à interagir avec la municipalité, et l'immense majorité des associations n'en ressent jamais le besoin, mais à partir du moment où une association ressent ce besoin, on lui dit quel sera son interlocuteur et que cet interlocuteur soit stable. S'il y a un interlocuteur qui s'occupe que des associations et qui est complètement séparé des autres champs de l'action publique, on perd quantité d'autres coopérations. On veut que dans le cadre des écoles scolaires, il y ait une interaction forte entre ce qui est éducation nationale et ce qui est éducation populaire. Et ça se fera sans doute beaucoup mieux avec un adjoint qui est dédié à cette tranche d'âge, plutôt qu'avec un adjoint qui s'occupe de toutes les associations de la ville. Alors donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi au niveau de l'action culturelle. Et du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir accompagner les associations dans ce qu'elles souhaitent faire, et pas juste parce qu'elles relèvent de la même loi de 1901. Voilà. Moi, je vais prendre la parole depuis ma plus petite casquette, entre guillemets, associative. Je suis président d'une petite association culturelle qui s'occupe de cinéma. Et je constate que le cinéma est l'un des facteurs où, économiquement, c'est devenu le plus commercial. À Brest, c'est 183 000 entrées, ou même plus, 200 000 entrées. Nous, sur l'année, avec notre petite association, on en fait quoi 700, 800. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus rien dans le paysage de Brest
qui nous donne une porte pour ouvrir les gens sur des cultures de cinéma. Pourquoi? Comment? On ne sait pas. Voilà. Et il y a des gros massifs, il y a des gros massifs qu'on voit, il y a une cinémathèque, un festival de cinéma, machin, puis rien par rapport aux petites portes. Et puis surtout, on a l'impression que les associations, même dans ce qu'on a entendu dans cette agora, c'est que les associations ne sont plus du tout considérées pour ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Ce ne sont que des choses économiques. Et c'est triste à dire. C'est-à-dire qu'on ne voit apparaître que des facteurs subventions. Moi, je suis désolé, mais quand on fait des séances de cinéma pour nous au studio avec un privé, les entrées vont pour lui. Nous, l'économique, c'est du zéro. C'est de l'engagement social, du vivre ensemble. Donc on se pose la question, pourquoi on n'a pas un interlocuteur? Et pourquoi on se rabat sur des équipements de quartier? Équipements de quartier, alors que ces équipements de quartier sont des associations à part entière, qu'elles ont aussi besoin de vivre, et qu'elles n'ont pas à être des gestionnaires de locaux. C'est pas leur mission. C'est ce que moi j'ai bien lu dans les conventions avec la ville. Voilà, je voulais vous dire ça. Je voulais dire que c'était quand même optimiste ce soir la discussion. Parce qu'il n'y a pas un de vous qui a dit qu'il fallait arrêter les associations. Pour un mot de la fin, c'est pas mal. Bon, on va s'arrêter là, on a bien vu. Merci à tous. Merci. De votre participation, de vos échanges.